Pour ce nouvel épisode de 3 mains un domaine, nous nous rendrons dans le village viticole de Wettelsheim. Salut Vigno News, il vient découvrir les 3 bouteilles de la journée. C'est Franck Buchet du domaine Jean-Claude Buchet qui sera notre guide pour une découverte gustative composée à 100% de crémant d'Alsace. Le domaine Jean-Claude Buchet a la particularité de ne produire que du crémant d'Alsace. Le domaine aurait dû fêter ses 40 ans cette année, mais la crise du Covid en a décidé autrement. Ce n'est que partie remise. Comme le rappelle Franck Buchet, c'est pas grave, l'affiche est déjà prête pour les portes ouvertes de l'année prochaine. Débutons cette découverte avec un crémant qui est une valeur sûre du domaine, et qui est presque un événement, puisque l'apparence de cette cuvée va changer. Découvrons le crémant d'Alsace, Fleur de Lys, millésime 2012. Aujourd'hui, je vais vous présenter, un crémant Fleur de Lys 2012. C'est un crémant un peu nostalgique pour moi, dans le sens où on est encore sur des millésimes plutôt froids, plutôt traditionnels Alsace. Enfin, qu'est-ce que la tradition? Et c'était un de mes premiers vins aussi que j'ai vinifié en tant que jeune vigneron. Il y a pas mal de temps d'élevage aussi. Il faut toujours mettre les vieux en avant en les goûtant en premier, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu as comme cépage? Donc là, on est sur un 100% Pinot Blanc du Grand Cru Pfälzigberg d'Egisheim, pour les fans. Donc c'est une parcelle située sur la crête du Grand Cru. On est vraiment balayé par les vents, du sud. On est un peu protégé du nord par une petite butte plus haute. Et c'est une parcelle très calcaire. On a 30 cm d'argile et en dessous c'est crayeux. C'est une parcelle qui souffre jamais de sécheresse. Et c'est du Pinot Blanc. Je ne sais pas si j'avais dit le cépage. Oui, j'avais dit, oh là, ouais. Bah ouais. Donc Pinot Blanc Pfälzigberg 2012. Mis en bouteille en avril 2013 et dégorgé en avril 2019. Donc on est sur 6 ans d'élevage. Tout récent. Voilà. Et on est en extra brut. Tu peux expliquer l'extra brut? Ouais, c'est une question de dosage au moment du dégorgement. Je ne sais pas si... Oui. Voilà, donc là, comme on a de longs élevages, ça va nous permettre de réduire, voire de ne pas doser du tout. Ces dernières années, on est plutôt entre 0 et 3 grammes de sucre par litre au moment du dégorgement. Donc extra brut, ça signifie qu'on est dans une fourchette de 0 à 5, 6 grammes de sucre par litre. C'est un peu plus précis que brut qui va de 0 à 15 grammes par litre. Voilà. C'est sérigraphie. Ouais, mais c'est la dernière fois qu'on a fait une sérigraphie. On en a refait en 2016 et en 2018. Et puis on va plutôt mettre une belle étiquette. Ouais, parce que le problème c'est quand tu sors une sérigraphie comme ça, qu'entre-temps tu as changé les étiquettes du reste de la gamme, ça fait un peu Spoutnik. Ça fait oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben ouais, alors tu as des clients qui te disent vous avez qu'à mettre le crémant dans une autre bouteille. Ah mais c'est un petit peu compliqué monsieur. Voilà, ouais. Donc ouais, c'était un crémant un peu, comme dit, de nostalgie, des millésimes un peu froids, où on avait toujours de bonnes pluviométries, il n'y avait pas de problème ou de pleuraison, c'est-à-dire quand le vigneron commence à pleurer parce que la vigne a soif, cette période n'existait pas encore. Et puis ouais, le temps de latte aussi me semblait intéressant, avant de goûter le reste évidemment, quoi. Santé. Santé, ouais. Ah oui. La posture, hein, c'est important quand on goûte des calcaires. Hein. Ouais, au nez, on en a vraiment ces notes d'élevage. Il y a un petit côté limite torréfié aussi.
Ouais, en bouche, on retrouve ces notes citronnées. Il y a une belle fraîcheur encore malgré les 6 ans de latte, qui ne se sentent pas trop sur un vin issu d'un sol calcaire, hein. C'est plutôt riche. Il y a de petits amers aussi en fin de bouche et c'est légèrement salin. C'est des vins qu'on pourrait boire comme ça, devant une grotte par exemple, ou alors même avec un comté ou un vieux comté de plus de 24-36 mois. Le côté un peu croustillant salin du comté se marierait bien avec ce crément là, quoi. Il y a un beau volume en bouche, ça reste quand même puissant aussi, une belle longueur, et finalement c'est pas trop lourd non plus en finale, la bouche se fait bien rincer, quoi, pour rappeler une seconde gorgée puis une troisième gorgée, quoi. Reviens-y, quoi. Lors de l'arrivée de Franck Buchet sur le domaine, il y apporte sa vision, son dynamisme et surtout une approche bio dès 2006. 10 ans plus tard, le domaine se lançait dans la conversion en agriculture biologique avec un premier millésime certifié bio en 2019. 2019 est aussi l'année qu'a choisi Franck Buchet pour débuter la conversion en biodynamie. Il sera certifié dès l'an prochain. Continuons cette découverte avec une nouveauté. Celle-ci est dédiée à sa fille, le crément d'Alsace, la Petite Sauvage 2015. J'hésite encore laquelle goûter en premier. Allez, on va prendre celle-là. Ah, sans étiquette. Évidemment, pour le service des douanes, voilà, petit clin d'œil, hein. On n'a pas encore l'habillage complet, mais je me suis dit ça pourrait être intéressant à goûter et peut-être parler aussi de pourquoi cette cuvée et ce qu'elle a un peu de particulier. Donc c'est une cuvée qu'on va appeler la Petite Sauvage. Ouais, la Petite Sauvage. Et en fait, chaque lettre va représenter un lieu géographique. L, c'est le lieu-dit Lauberhürst. P, c'est le Pfärzigberg, donc Grand Cru Pfärzigberg. Et S, Steingrübler, Grand Cru Steingrübler. Donc c'est 3 zones très calcaires. 2 grands crus. Entre les 2 grands crus, la liaison se fait par un plateau calcaire, donc la Lauberhürst, Lauberhürst en alsacien. Et on est sur un millésime 2015, 100% Pinot Blanc. Donc, alors 2015, c'était un millésime assez compliqué. C'était un des premiers millésimes où vraiment on a récolté des raisins très mûrs. Et on s'est demandé comment faire du crément, quoi, hein. Et en fait, on a réutilisé les sucres naturels pour la prise de mousse. D'accord. Tout simplement. Donc c'est des raisins qui sont rentrés aux alentours de 12,5, 12,7. Comme dit, que du pinot blanc. Non, il y avait une guêpe, hein. Enfin, je sais pas trop. Et ouais, donc on a bloqué les fermentations et puis on les a relancées à la mise en bouteille. La Petite Sauvage aussi, petit clin d'œil à ma fille. Forcément, ma femme m'a toujours dit: ah tiens, pourquoi t'as pas fait une cuvée pour la naissance des enfants? J'ai dit: ah ouais, c'est vrai, c'est bête, hein. Et en fait, je pense que c'est plus intéressant d'attendre et de voir à quoi ressemble l'enfant, le caractère, ouais, et d'associer un vin qui est un peu dans le même état d'esprit que l'enfant. Ouais. Donc la Petite Sauvage, on a tout de suite compris que ça va pas être quelque chose de trop facile, ouais. Voilà. La santé bonheur, hein. Oui. Et le choix de la forme de la bouteille? Ouais, pareil, dans le même état d'esprit, on voulait une bouteille qui fasse un peu filouterie, pirate, boucanier. Et j'ai l'impression d'être dans Pirates des Caraïbes. Je dirais, il manque plus que le bateau et hop, en avant Guingamp, quoi, hein. C'est une bouteille qui est massive, qui est forte, qui a une bonne base et qui a de bons appuis, quoi. Donc là, ça représente aussi un peu ma fille qui a vraiment confiance en elle et qui ne mâche pas ses mots, quoi. Donc la personne se retrouve également dans la forme de la bouteille, ouais.
On imagine l'étiquette maintenant. Ouais, ça va venir, ouais. Ah oui, et on est aussi sur un passage en bois. On a 60% de barriques de deuxième et de troisième vin. D'accord. Je voulais pas aller sur du bois neuf, mais c'était vraiment expérimental. Et puis c'était une petite série, quoi. Hein. On se dit, allez, pourquoi pas, on essaye. Tu les as numérotés du coup? Non, vaut mieux pas parce que j'ai déjà goûté pas mal, donc j'ai pas envie de savoir exactement combien manque. Ouais. Par principe de précaution. Hein. Ouais. Au nez, on a aussi ce nez qui est déjà un peu marqué par l'élevage. On a un vin qui a été mis en bouteille en avril 2016 et dégorgé en mars 2020, juste avant le confinement. Ouais. Donc on est quasiment sur 47 mois de latte, ce qui est déjà pas mal pour un premier dégorgement. On est en brut nature, sans sucre rajouté au dégorgement. Ouais, donc le vin est encore un peu fermé, il a été dégorgé récemment. C'est un crément qu'on mettra en vente d'ici quelques mois. Après on va le prendre en... Donc là, on a une belle tension, on a une belle nervosité. On a vraiment des sels qui se mettent en place en fin de bouche. On est sur un vin qui ne représente pas trop son millésime. Hein. On n'est pas sur un vin chaud, cuit, hyper mûr. C'est plutôt un vin qui va te redresser un peu la colonne. Il n'y a pas eu de malo. Bon, il n'y avait pas d'acide malique non plus. Mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant avant de mettre en bouteille. Je me suis dit, on pourrait en faire quelque chose. J'aime bien quand le vin ne reflète pas le millésime, quand il va plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire sur un millésime chaud, solaire, lumineux. Enfin, lumineux solaire, c'est pareil, mais si tu arrives à sortir de la fraîcheur, surtout sur des créments, quand tu rentres tes raisins à pratiquement 13, c'est plutôt bon signe, quoi. Oui. Après, il y a pas mal de boulot au pressoir, mais oui, le résultat nous a un peu surpris dans le bon sens. Tu as toujours peur quand tu laisses aussi longtemps sur latte, c'est un peu l'inconnu, quoi. On ne sait pas vers quoi le vin va tendre. Et puis... Il est resté vif. Hein. Il y a du peps comme ta fille. La bulle est fine aussi, hein. Mais là, par contre, en bouche, j'ai pas l'impression qu'il y a 4 ans d'élevage. Il y a énormément de fraîcheur, de jeunesse. Là, c'est un crément qu'on peut boire à l'apéro, forcément. Je reviens à mes fromages. Le comté se mariera bien. Même une fourme d'Ambert, quelque chose un peu de salé. Ouais, ça rincera bien la bouche. C'est vrai qu'il fait bien saliver aussi. Hein, on a un bon retour. Et malgré le millésime chaud et le degré d'alcool, il semble léger aussi en bouche. On n'est pas sur une structure écrasante, on est sur quelque chose de frivole. Et pareil, j'ai l'impression de voir ma fille qui jette des confettis ou les serpentins là. Ouais, et qu'après c'est le bordel dans la chambre, quoi. Donc voilà. Voilà en fait, ouais, là. Et c'est... Personnellement, c'est aussi ce type de vin que je recherche actuellement. Je ne sais pas si c'est lié à l'âge, mais il me faut des vins faciles à boire. J'aime plus trop les structures puissantes, même sur les rouges hyper tanniques. Il faut que ce soit digeste, charnu sur le fruit, de la légèreté. S'il y a des sels, si c'est sapide, évidemment, c'est mieux, quoi. Mais vraiment avoir cette harmonie, quoi. Hein. On pourrait presque même le boire sans bulle. Oui, puisque la bulle, elle n'éclate pas comme l'autre d'avant. Non. Ça roule vraiment jusqu'au bout. Ouais, je trouve qu'il y a plus d'harmonie. Le crément est moins séquencé. C'est aussi peut-être lié aux différentes pratiques viticoles, œnologiques aussi. La vigne a besoin de temps pour modifier son comportement aussi. Et puis ça, on le remarque avec les années, les millésimes qui s'enchaînent. Et puis on a de plus en plus de pureté, de précision. Aujourd'hui, le domaine Jean-Claude Buchet est considéré comme une référence, sinon la référence dans le club très fermé des grands créments d'Alsace. Mais rappelons tout de même que ce qui est une évidence aujourd'hui ne l'était vraiment pas il y a 40 ans lorsque Sylviane et Jean-Claude Buchet avaient tout misé sur les créments d'Alsace. Pour finir cette très belle dégustation, nous avons encore une nouveauté.
cette fois-ci dédié à son fils. Le crément d'Alsace, Sang Froid, 2016. Ta troisième cuvée, j'ai cru voir qu'elle était aussi sans étiquette. Et oui, parce que les temps sont durs actuellement, donc tout ce qu'on peut gagner ou ne pas perdre, on va faire en sorte de ne pas le perdre. Hein. D'accord, oui. Non, là c'est exactement le même cas que la bouteille de la cuvée qu'on a goûté avant. On n'a pas encore l'habillage complet et puis donc voilà quoi. Hein. Déjà, notre forme. Oui, c'est une erreur de casting. On va essayer de faire en sorte que toute la gamme parte sur cette forme-là pour les bouteilles un peu, les cuvées un peu spéciales. Mais entre-temps, on a eu un tirage avec cette forme-là. Donc c'est un peu embêtant parce que c'est pas une grande quantité, mais il faut quand même la vendre, quoi. Ouais. Je peux pas consommer ça tout seul. Tout seul, il y en a trop. Ou avec les copains, quoi. Ouais. Avec les copains. Les copains viennent vite hein, quand tu ouvres des bouteilles comme ça. Ouais. Tu découvres beaucoup de nouveaux copains? Ah oui, de plus en plus, malgré cette sortie de confinement plus que compliquée. Hein. Ah oui, que d'habitude aussi, oui. Ouais. Donc on est sur un blanc de noir 2016. Donc c'est une cuvée qu'on appelle Sang Froid. Que tu appelles comment? Parce que je suis pas sûre. Ouais, je crois que Jésus l'a entendu. C'est une cuvée qu'on appelle Sang Froid. Donc c'est par rapport à la couleur. Le sang est rouge, le froid est plutôt bleu. Je trouve que bleu, blanc, rouge. Hein. Et au milieu il y a le blanc. Donc voilà, blanc, de noir. Ça a été une grosse réflexion alors Ouais, Sang Froid, mais c'est dans la même approche que la petite sauvage. Ma femme me dit, mais t'as fait une cuvée pour ta fille, mais pour ton fils? Je dis oui, mais Alban est plus difficile à cerner. Enfin, il fallait trouver une excuse vite fait. Ouais. Et finalement, l'année d'après, en 2016, mon fils est plutôt sur la réserve, beaucoup plus de réflexion. Et finalement, je trouvais qu'un blanc de noir lui convenait plus, était plus approprié. Et puis on s'est lancé là-dedans comme ça, quoi. Donc ça y est, maintenant chacun a sa cuvée. Voilà. Maintenant, je pense que ma femme voudra une cuvée pour elle aussi. Oh mince, là j'ai mis un sacré godet. Hein. Mais c'est la dernière. Hein. Allez, donc on peut y aller. Hein. Voilà. Ouais, donc on est sur un blanc de noir 2016. On est sur 3 origines géographiques. On est sur le Grand Cru Hengst. On est sur le Grand Cru Steingrübler et on a une partie, un tiers qui vient de Walbach, un village viticole à l'entrée de la vallée de Münster. Et on est sur à plus de 60% en élevage barrique aussi. Et c'est un crément qui a été mis en bouteille en avril 2017 et dégorgé en mars 2020. Donc là, on est sur quasiment 3 ans d'élevage. On est sur un blanc de noir 2016. On voit déjà la couleur qu'on est plus marquée. La robe est plus dense, plus colorée, plus vers le jaune, doré. Ouais. Au niveau du nez, c'est pour ça qu'on l'a appelé Sang Froid aussi. C'est la première fois qu'on faisait un élevage en barrique aussi je ne vais pas dire prononcé, mais où on allait avoir une quantité, un pourcentage de barrique aussi important dans une cuvée. Et je ne savais pas trop si c'était un bon choix d'aller au bout. Et donc pareil, là j'ai gardé mon sang-froid et je me suis dit c'est comme ça que tu l'as prévu, donc c'est comme ça que tu le feras. Tu vas jusqu'au bout. Et donc tu vas jusqu'au bout et si vraiment c'est pas bon, tu le boiras toi-même. Difficulté supplémentaire du métier de vigneron, quoi. Le nez est beaucoup plus expressif déjà que la petite sauvage. On a... Moi, ça me fait penser à presque un fruit noir, une mûre. Quand j'allais chez ma grande-tante dans le jardin, tu cueillais la mûre, tu la mangeais. Et j'imagine déjà le côté charnu en bouche sans même l'avoir pris en bouche, quoi. Ouais, juteux. On est plus sur des notes oxydatives, hein. Mais une oxydation qui n'a pas dégénéré, une oxydation
maîtriser, évidemment, tout ça c'est dans la maîtrise et la chance du débutant bien sûr. Et puis bien sûr on retrouve un peu le bois aussi au nez quoi. Hein. Mais ça fait quand même très mûr, hein. Ouais. Mûr le fruit et mûr aussi le niveau de maturité quoi. Hein. En bouche. On retrouve ces notes liées au pinot noir. On a ce côté un peu charnu, un peu et même juteux d'une cerise noire. T'as un beau volume. On retrouve un peu le bois aussi. Mais on est assez surpris quand même de ce crément par rapport à la petite sauvage. Et ce qui est curieux, c'est qu'on est sur un nom plutôt froid, sans froid, et qu'on a plutôt un vin chaud sur un millésime 2016 qui était curieux aussi pour nous, qui avait commencé avec beaucoup d'eau et qui a fini avec un stress hydrique énorme, marqué. Enfin, c'était plutôt fou et pareil compliqué à récolter avec des blocages, des stress. Mais bon, en sélectionnant bien ces zones, on arrive quand même à sortir des vins qui ont une belle richesse et puis une belle maturité aussi. Et là, tu as encore une autre bulle. Hein. Ouais, là il y a encore une autre bulle. Je pense pas que c'est que lié à la forme de la bouteille, la façon que la bulle a de s'extraire de l'épaulement, quoi. Mais ouais, je pense que c'est aussi le pinot noir qui va ramener un peu sa structure au vin et qui va jouer sur la forme de la bulle. Ouais, ouais. C'est une bulle qu'on sent pratiquement pas, mais qui va avoir un millier d'éclatements, de petits éclatements comme ça en bouche, et qui combine bien le gaz carbonique avec les sels minéraux du vin. Là on a de nouveau une belle cohérence, je trouve, entre la capacité du vin à emmagasiner du gaz. La bulle n'est pas dissociée, la bulle est vraiment bien intégrée, je trouve, encore plus que sur la petite sauvage. Ouais, ouais. C'est pour ça que je me suis dit, celui-là se goûtera peut-être mieux ça fait saliver en fin de dégustation, ouais. Et même en fin de repas aussi. Là, je me dis, un vin comme ça, pourquoi pas avec un Coco Riesling un peu flambé comme ça. Je pense qu'il pourrait tenir la route, et on n'est même pas obligé de le boire trop frais non plus. Il réchauffe très vite. Hein. On pourrait partir sur un dessert avec du chocolat et avec de gros amers, parce que je pense qu'il a aussi les épaules pour tenir les amers. Après, on pourrait imaginer peut-être, je ne sais pas si ça existe, hein, un millefeuille chocolat framboise, la framboise qui viendrait ramener un peu de fraîcheur et pas trop de sucre, une petite acidité, un peu de tanin quand tu croques les pépins aussi, et puis le chocolat derrière qui ramène une amertume plutôt puissante, marquée. Et puis tu viens avec un crément comme ça qui est rond et puissant et qui arrive à envelopper et à rincer la bouche. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. À essayer. À essayer, ben tiens, ce soir, voilà. je ne sais quand.